C'est un titre qu'on a choisi parce qu'on pensait qu'il était important aujourd'hui de prendre la parole sur l'omnicanalité, son évolution, son impact aussi sur les boutiques. Beaucoup ont dit par le passé Retail is dead à l'heure de l'e-commerce et finalement on se rend compte que c'est pas du tout le cas, voire que c'est même un peu l'inverse, ça réinvente complètement l'expérience en boutique. Et du coup, on trouvait ça intéressant de vous partager notre retour d'expérience et notre expertise conseil sur ces sujets-là. On vous invitera tous, s'il vous plaît, à couper d'une part vos caméras et vos micros pour ceux qui viennent de nous rejoindre et on prendra l'intégralité des questions si ça ne vous dérange pas à la fin de la présentation. Comme ça, on s'impose de respecter le timing qui est le nôtre. Pour commencer à nous présenter, donc Aurélie Bonani, moi je suis senior manager au sein du cabinet Adon Conseil. Je suis en charge de la transformation pour tous les sujets qui touchent à l'e-commerce, à la customer experience ou aux certificats digitaux dans leur acception la plus large. Et Jennifer. Oui, bonjour à tous. Jennifer Kinet, moi je suis manager au sein du cabinet Adon Conseil et je suis practice leader Digital In-Store pour le cabinet. Pour le cabinet, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on voulait quand même vous en toucher quelques mots pour que vous sachiez qui l'on est. Donc, Adon Conseil est un cabinet qui a une quinzaine d'années d'expérience, qui totalise aujourd'hui 400 consultants répartis sur 3 zones géographiques, à savoir Paris comme place prédominante où à peu près 350 consultants sont basés, Genève et puis Milan. Donc, on a beaucoup de nos clients qui sont des clients récurrents et on totalise plus de 1000 missions à date en 15 années d'exercice. Donc, le cabinet intervient sur beaucoup de domaines liés notamment à la gestion de projet, que ce soit sur le cadrage de vos besoins en amont, l'estimation de la faisabilité d'un besoin, la timeline associée à un besoin, la gestion de projet en tant que telle, ou tout ce qui est autour du business consulting, avec tout ce qui va être transformation, change management ou définition de nouvelles stratégies. Et on intervient sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc, on va intervenir sur tous les sujets qui courent de la production des produits avec les aspects PIMDAM, GDSN, PLM, ERP, à la supply chain, jusqu'à la mise à disposition en magasin, la vente avec la partie retail, digital in-store, mais aussi le e-commerce, la data and analytics, la gouvernance, le change et toute la partie green qu'on est en train d'enrichir fortement au sein du cabinet pour suivre vraiment les besoins de nos clients. On est majoritairement acteur sur la place parisienne auprès des marques de luxe. C'est une empreinte qu'on a de façon assez forte depuis le début de la création du cabinet, mais on intervient également sur d'autres secteurs tels que le secteur du tourisme, des loisirs ou encore les secteurs bancaires. Donc, pourquoi on a voulu vous parler de Beauty is the New Chic aujourd'hui? Le e-commerce et le luxe, c'est une histoire qui est finalement assez récente dans l'histoire du luxe. C'est une histoire qui a à peu près une douzaine d'années, j'ai envie de dire, sur lequel on ne disait pas grand-chose au départ. Le e-commerce et le luxe, on pensait que c'était assez antinomique. Le luxe, c'était un rituel d'achat, c'était une expérience, c'était un accompagnement par un vendeur dans une boutique. Et finalement, le e-commerce a quelque part levé la barrière de l'acte physique d'achat et représente aujourd'hui 22% au niveau du monde des ventes de luxe suivant l'étude de McKinsey qui a été publiée en début d'année. Et l'IFOP va même plus loin, puisque les chiffres qui sont marqués en dessous traduisent une tendance de 700 consommateurs de luxe interrogés en France en début d'année. Qui disent que d'ici 2-3 ans, en France, par exemple, ils seront 40% à consommer du luxe en ligne et ça peut aller jusqu'à 52% aux États-Unis. Donc, les usages sont vraiment en train de se pérenniser avec des taux de pénétration plus ou moins forts suivant les différents pays du monde et suivant les usages aussi du monde dans leurs autres habitudes d'achat, au-delà du luxe. Mais c'est quelque chose qui a été fait pour se pérenniser et qui, bien sûr, avec l'ère du Covid, s'est accéléré. Donc, on ne peut plus nier aujourd'hui que le luxe en ligne est quelque chose de très fort. Et avec cela, bien sûr, l'omnicanalité, puisque avec les ventes en ligne, on s'aperçoit finalement qu'on n'est plus dans une opposition vente en ligne, vente en boutique, mais vraiment dans une continuité, puisque les ventes sur Internet contribuent à la croissance des ventes en magasin, comme le souligne Jean-François Palu, qui est le directeur général délégué du groupe Kering.
En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'au-delà d'une opposition où l'e-commerce aurait pu faire baisser les taux de vente en magasin, en fait, l'un et l'autre s'alimentent mutuellement et permettent de recréer finalement l'expérience en boutique. On a un vrai renouvellement aujourd'hui qui a lieu et l'un enchante finalement l'autre. Donc Jennifer, je pense que c'est ce dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Je te laisse la parole. Merci Aurélie. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est ce que tu soulignes, on a la boutique qui devient un véritable hub de l'omnicanalité. Et donc, Retail is not dead, et bien au contraire, il y a de nouvelles opportunités qui sont à saisir pour toutes les marques. Moi, je vais plutôt aborder 3 points aujourd'hui avec vous. Premièrement, le fait que le leitmotiv autour de l'expérience client en boutique est toujours d'actualité et même renforcé ces derniers mois avec la réouverture des points de vente. Ensuite, on va parler vraiment de l'axe collaborateur et du fait qu'on a des opportunités de décupler les capacités des vendeurs. Et puis, enfin, il y a quand même un vrai sujet qui concerne les impacts sur les opérations, puisque les opérations sont de plus en plus nombreuses avec cette omnicanalité. Donc, concernant le fait de sublimer l'expérience client en boutique, justement, un peu par opposition au web, on a beaucoup de points de vente qui ont émergé ces derniers mois, sur lesquels l'expérience client est vraiment priorisée et l'excellence du service également. On a beaucoup de gros flagships qui ont ouvert ces derniers temps, qui finalement attirent les clients chez eux et qui leur proposent une véritable expérience de luxe, pour tout ce qui concerne le client du luxe en tout cas. Donc parmi eux, le 30 Montaigne de la Maison Dior ou encore Bulgari sur la place Vendôme sont des lieux d'excellence qui rayonnent vraiment au niveau mondial et qui permettent aux boutiques finalement d'attirer toujours plus leur clientèle et leur nouvelle clientèle ou prospects en tout cas. Ces boutiques proposent aussi des nouveaux services exclusifs en continuité avec le web et on est toujours sur cette idée d'expérience client sans couture, de parcours sans couture. Et si on parle d'un exemple qui est Farfetch, en fait Farfetch qui à la base est une boutique uniquement en ligne, a ouvert un point de vente physique à Londres et a proposé beaucoup de services vraiment innovants et exclusifs. Ici, on voit le miroir connecté qui permet aux clients d'accéder à une profondeur de catalogue beaucoup plus importante et qui peut visualiser aussi des recommandations de look, par exemple, ce qui n'est pas fait d'ordinaire dans la boutique. Et puis, Farfetch va plus loin, il met à disposition aussi une application mobile qui a un peu deux modes de fonctionnement, un mode in-store et un mode outside the store. Outside the store, je peux envoyer à mon personal shopper ma sélection de produits qui sera donc déjà prête dans la cabine d'essayage. Et puis pour le mode in the store, je vais avoir la possibilité de faire scanner à mon conseiller de vente mon QR code et ça va permettre à mon conseiller d'avoir accès à toutes mes informations en une fraction de seconde. Concernant cette expérience client, on a un troisième axe sur lequel je voulais vous parler également aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne la nécessaire maîtrise de cette expérience. Burberry, par exemple, généralise l'usage des QR codes sur ses produits parce qu'ils sont très conscients du fait que le client en boutique utilise son téléphone et va visualiser les looks, les défilés, les prix des produits sur les marketplaces, va un peu challenger finalement l'information qu'il peut avoir de la part du conseiller, alors que lorsqu'on met à disposition ces informations de manière cadrée via un QR code, le client va naturellement scanner ce QR code et se renseigner, mais tout en ayant bien sûr accès aux informations qui sont maîtrisées par Burberry. Donc voilà pour les exemples les plus récents d'opportunités liées à l'omnicanalité et à l'expérience client. Finalement, on voit qu'on a une vraie scénarisation aussi de l'acte d'achat qui a été induite par le besoin de se renouveler, de compléter finalement l'expérience d'un point de vue digital. Tout à fait. Le deuxième axe concerne le fait de décupler les capacités du vendeur. On parlait déjà depuis de nombreuses années du clienteling. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'ère du clienteling 2.0. On a finalement beaucoup plus de data à disposition et de la data qui peut être brassée avec parfois un peu d'intelligence artificielle et qui permettent d'offrir vraiment un service sur mesure au client et surtout de bien connaître le client et de l'adresser selon ses préférences et de vraiment taper dans le mille en fait en tant que conseiller de vente par rapport à l'expérience que peut avoir le client.
Le vendeur était déjà augmenté grâce justement à ces tablettes de clientéling notamment, mais maintenant il est ultra connecté, c'est-à-dire qu'on demande aux collaborateurs d'être aussi un geek, un influenceur, de faire du live stream et d'animer des sessions de shopping à distance, avec parfois plutôt une approche en one-to-one, parfois une approche en one-to-many. Donc le rôle du vendeur finalement a pris beaucoup d'espace et ça nécessite beaucoup d'adaptation du point de vue de la boutique, puisqu'il faut beaucoup plus le former, peut-être recruter des profils plus polyvalents. Donc ça, c'est aussi l'un des autres impacts et des belles opportunités qu'offre l'omnicanalité. Et puis, on a ce leitmotiv de la relation personnalisée avec le client qui est vraiment renforcé ces derniers temps. Notamment, il n'est pas rare de voir les vendeurs discuter avec leur clientèle plutôt VIP via des messageries type WhatsApp, Instagram, WeChat, selon les préférences du client. Et il y a même, je dirais, une sorte d'intemporalité dans cette relation, puisque on ne va plus seulement discuter avec le client sur les heures d'ouverture de la boutique, mais on va même aller au-delà. Et puis l'omnicanalité, elle apporte aussi une complémentarité de la part du vendeur, puisque potentiellement un achat qui n'aura pas eu lieu en boutique, mais bien sur le web, va déclencher un appel du conseiller de vente préféré qui va demander à son client: est-ce que vous avez bien reçu la commande? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous souhaitez compléter le look en venant me voir et en écoutant un petit peu mes suggestions, mes recommandations? Donc, on a aussi cette relation qui a été renforcée et qui permet vraiment de tisser un lien très fort, en tout cas avec les clients, on va dire plutôt élite ou VIP. Et bien sûr, cette omnicanalité, elle a beaucoup d'impact aussi sur la boutique, son fonctionnement et sur les opérations. On a donc des conseillers qui doivent gérer beaucoup plus de tâches qu'auparavant. Par exemple, ils doivent être en capacité de réceptionner des commandes ou des réservations qui viennent du web, de mettre de côté les produits dans certaines zones qui peuvent être dédiées justement au click and collect, dédiées à oui, réservation. En fait, les stocks s'adaptent et changent complètement et les conseillers doivent gérer toutes ces nouvelles opérations. De la même manière, il y a des nouveaux processus qui ont émergé dans les boutiques, par exemple le fait de gérer un SAV d'un produit acheté en ligne. Donc, tous ces éléments font que les conseillers se doivent eux aussi d'être beaucoup plus polyvalents. Au niveau de cette gestion des stocks, ce dont on vient de parler, c'est d'autant plus éloquent qu'on a finalement plus de stocks, plus de flux de marchandises dans les boutiques, entrant et sortant, mais on a toujours le même espace qui est souvent pour les back-office des maisons un espace assez restreint puisqu'on privilégie la surface de vente. Donc, on a aussi ce challenge en fait de devoir décomplexifier la gestion des stocks. Tout ça, ça peut s'accompagner par pas mal d'outils et de technologies. En ce moment, la technologie qui est assez en vogue, notamment sur le secteur du luxe, c'est tout ce qui touche à la RFID. Et grâce à la RFID, on peut bien sûr améliorer et gagner beaucoup de temps sur tous les processus back-office, donc les inventaires, les réceptions, les transferts, entre autres. Beaucoup de maisons utilisent la RFID aujourd'hui avec différents niveaux de maturité. Donc, elle est présente aujourd'hui chez Chanel, chez Dior, chez Saint Laurent, chez Gucci, chez Moncler, chez Louboutin, entre autres. Donc, si vous n'êtes pas encore concerné par cette technologie, nous pourrons aussi vous donner un peu plus d'informations sur ces aspects que nous connaissons très bien. Et puis enfin, justement, la multiplication des devices et des services et des systèmes est un vrai challenge pour les boutiques. Et selon nous, ça n'a fait entre guillemets qu'empirer avec la crise, puisqu'on a dû très rapidement déployer de nouveaux services. Et donc très souvent, on a déployé un outil égale un usage. Donc aujourd'hui, la plupart des maisons et des boutiques sont à niveau sur tous ces services omnicanaux. En revanche, on a une vraie dette technique qui s'est créée. On a une multiplication des devices, des chargeurs. On a une nécessité de gérer les montées de version, merci, des différents outils. Et puis surtout, on a aussi l'impact du côté du collaborateur qui, lui, doit être formé sur chacun de ces outils, qui doit finalement retrouver les outils, leurs emplacements, penser à bien les charger. Souvent, les vendeurs doivent utiliser
un écran en back-office pour gérer les commandes des marketplaces, il doit gérer l'outil de gestion de ses propres stacks boutiques, il doit gérer le système d'encaissement s'il est aussi polyvalent, sa tablette de clientéling, je ne sais pas, l'outil d'analyse du parcours client et les outils de planification RH. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Vous connaissez bien mieux que moi certainement cet écosystème. Donc, selon nous, il y a un vrai enjeu aujourd'hui d'effacer cette dette technique et de vraiment rationaliser tous ces outils et systèmes qui permettent de répondre aux besoins de l'omnicanalité. Et d'ailleurs, ces besoins continuent à se renforcer. Donc, selon nous, c'est vraiment un élément clé qui permettra de partir sur une base saine pour mettre en place de nouveaux services. C'est d'ailleurs, je crois, ce dont tu voulais nous parler, Aurélie. Oui, en fait, on avait hésité à appeler, merci Justine, faire ce webinaire l'omnicanalité et après, parce que selon nous, l'omnicanalité, certes, est déjà en place, elle existe. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sur le marché maîtrisent peu ou prou. Il y a encore des marges effectivement de manœuvre pour toujours monter en gamme de services, mais quelque part, l'omnicanalité est là pour durer. Et comme chaque chose qui dure, ça se renouvelle, ça se matérialise un peu différemment. Il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux usages qui naissent et qu'il faut savoir aussi satisfaire, des nouvelles technologies aussi qui sont appréhendées. On a fait au sein d'Adon une enquête auprès de nos différents clients qu'on sert aujourd'hui sur la base du luxe. Alors désolé pour ceux qui ne sont pas du luxe, bien sûr, tout ce qu'on dit ici est valable également pour vous, sachant qu'en plus, beaucoup d'usages de l'omnicanalité viennent en fait du monde du retail que le luxe se réapproprie a posteriori. Mais on voit qu'il y a quand même une très forte prégnance dans les services omnicanaux qu'on a marqués sur tout ce qui est en lien direct avec la boutique. La plupart de nos clients font de l'e-réservation, du à la prise de rendez-vous en magasin, du ship from store, du buy online, return in store pour faciliter l'expérience client. Ils peuvent voir aussi les clients si le produit de leur choix est en boutique ou pas. Il y a beaucoup de virtual try-on, il y a du click and collect. Enfin, il y a beaucoup de fonctionnalités aujourd'hui qui sont proposées chez les acteurs du luxe. Et il y en a beaucoup qui sont finalement assez récents et on pense qu'il y en aura d'autres qui vont naître bientôt. Pour nous, dans les prochaines fonctionnalités à préempter et qui vont encore induire un lien fort entre le digital et le monde du retail, c'est la personnalisation. La personnalisation aujourd'hui dans le monde du luxe, c'est quelque chose qui existe depuis certes très longtemps, mais qui devient de plus en plus répandu. D'une part parce que les entreprises y ont tout intérêt. Quand ils personnalisent des produits, ils ont un taux de marge beaucoup plus élevé sur les produits proposés. C'est aussi un gain d'une vente ferme. Un client ne peut pas retourner un produit qui a été customisé. Et pour le client, l'avantage, c'est qu'il peut complètement s'approprier son produit avec ses propres goûts, marquer aussi sa personnalité par son appropriation et quelque part faire l'expérience aussi de la marque tout simplement. Donc on voit dans ce cadre-là se multiplier les propositions de personnalisation sur des produits qui sont assez pas standardisés mais serialisés en ligne. Et en même temps, en magasin, on voit de plus en plus de corners ou d'ateliers d'animation ponctuels qui sont faits dans des lieux de vente pour une marque, pour permettre d'embosser, par exemple, de mettre ses initiales sur un sac à main, de graver une bouteille de parfum, ou tout simplement de choisir la finition, la rainure d'un sac à main, ou une finition, une mise à taille d'un vêtement. C'est des choses qui ont beaucoup de succès aujourd'hui et qui sont quand même souvent faites en boutique, ce qui permet aussi aux clients de vraiment s'immerger dans l'histoire, dans le savoir-faire de la marque, de découvrir en fait vraiment les gestes et la rigueur qui sont aussi associés au monde du luxe, qui est un peu son essence à la base, par rapport à la production en grande série des produits du retail. Et puis, ça permet aussi de s'inscrire pour les marques dans une logique un peu plus de durabilité. On ne parle pas aujourd'hui de tout ce qui est préhension par les marques de luxe, de ce qui est seconde main. Mais au-delà de ça, c'est aussi pouvoir réparer de plus en plus. On voit renaître des ateliers ponctuels ou des ateliers qui sont faits pour durer, des petits ateliers dans des boutiques flagship pour faire de la réparation de produits qui sont un petit peu datés, âgés ou tout simplement usés, ou dont on aurait hérité ou qu'on aurait acheté en seconde main et qu'on souhaite remettre un petit peu au goût du jour. Donc tout ça, ce sont des initiatives qui peuvent être entre guillemets et digitales et physiques, mais qui en tout cas font renaître la notion de boutique avec un regain, j'ai envie de dire, d'énergie et d'aura. Dans les nouveaux canaux complémentaires à absorber dans le cadre de l'omnicanalité, on a tenu à parler aussi du live stream. Jennifer en avait parlé un tout petit peu avant en parlant du rôle finalement des vendeurs qui explosent en ce moment tellement qu'ils ont d'attributions nouvelles à gérer à cause de l'omnicanalité ou grâce à l'omnicanalité. Je pense qu'ils ne s'ennuient pas dans leur journée.
Et parmi ceci, pardon, il y a le live stream. Le live stream, au début, on pensait que c'était quelque chose qui était un peu temporaire, dû au Covid, ça nous rendait bien service, mais finalement, c'est un phénomène émergent qui est venu de Chine et qui a assez plu dans son aspect d'authenticité, dans la transparence aussi que ça peut apporter, la fraîcheur, et finalement, ça demande aussi aux boutiques de se réorganiser, de scénariser quelque part leur séance de live stream, former aussi les collaborateurs qui vont y participer, les équiper, réserver des espaces dans la boutique pour que ce soit possible. Donc ça demande aussi une charge de travail complémentaire. Et finalement, la boutique redevient lieu d'accueil, donc à travers le digital, pour toucher le plus grand nombre, et notamment ceux qui n'auraient pas de boutique, entre guillemets, à côté de leur domicile. Et puis, il y a le social commerce. Vous me direz pourquoi le social commerce est en lien avec la boutique. Bien, tout simplement parce que pour la boutique, en termes d'opération, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est un nouveau canal qu'il faut savoir satisfaire en termes de gestion des stocks. Les ventes qui auront été faites sur le social commerce peuvent être d'une part modérées par des vendeurs un peu starisés dans les marques, mais peuvent également être servies en termes d'envoi. Surtout pour des pièces un peu rares ou un peu exceptionnelles, par des personnels de vente. Donc c'est encore une fois une intégration complète du digital, de la boutique, et de la boutique qui, bien au-delà de perdre son rôle, au contraire, renforce le rôle du digital. Aujourd'hui, on parle aussi des choses à venir. On parle de la mise à jour nécessaire des moyens de paiement. On se rend compte en ce moment qu'il y a un gros sujet autour des nouveaux moyens de paiement. Donc les paiements que vous connaissez déjà peut-être, comme le paiement en un clic qu'on peut faire en ligne et qui induisent une tokenisation, donc une technicisation entre guillemets des services préexistants. On a le Paperlink qui se généralise un petit peu, et pour le coup, d'expérience personnelle, je l'avais vu pour la première fois, je crois, chez Darty. Et c'est quelque chose qui se généralise aussi maintenant dans le monde du retail, que ce soit le luxe ou le luxe accessible. On voit souvent des vendeurs qui nous proposent, quand le produit n'est pas disponible dans notre taille ou dans le coloris qu'on souhaite en boutique, de nous faire livrer directement à domicile. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut pouvoir mettre en place. Mais du coup, il faut aussi pouvoir donner les moyens à ces vendeurs de pouvoir faire cette vente avec un outil, une tablette ou un mobile. On a aussi une dématérialisation des paiements qui se fait de plus en plus avec les wallets type Apple Pay, WeChat Pay ou les crypto-monnaies. Ça, c'est quelque chose sur lequel on voit beaucoup d'avancées avec beaucoup d'acteurs majeurs. Alors, c'est surtout aux États-Unis pour l'instant, mais il y a beaucoup d'institutions bancaires, beaucoup d'institutions financières de façon un peu plus générique, ou même institutionnelles comme les États, les banques, les postes d'État, qui se mettent à accepter les paiements en crypto-monnaie. Et on sait que potentiellement, c'est quelque chose qui va arriver également dans le monde du retail très prochainement. Et il faut que les marques et les maisons puissent être à même de s'équiper. Donc là, on touche au système d'information, en l'occurrence, on touche à tous les systèmes de paiement qui devront accueillir ce type de paiement-là. Alors, soit en mettant un add-on ou une application à part, soit en faisant une montée de version des systèmes retail existants ou en les changeant. Et puis, on voit aussi apparaître de nouveaux acteurs des moyens de paiement. J'ai cité Klarna, on aurait pu en citer d'autres, qui sont des acteurs un peu tiers, un peu, j'allais dire extraterrestres, mais qui sont un peu entre la banque et les applications, et qui sont finalement des tiers qui permettent d'avoir une expérience différente du paiement, avec les paiements différés, les paiements déportés, les paiements en plusieurs fois, les paiements fractionnés. Et qui permettent au client finalement de vivre une expérience sans couture, à son rythme et à la façon dont il le souhaite. Donc ça, c'est des choses aussi que les marques vont devoir savoir préempter. Il y en a plusieurs qui s'y sont mises, d'autres qui n'y sont pas encore. Ça, c'est des sujets sur lesquels on peut exactement vous accompagner. Et puis après, il y a les nouveaux usages qui imposent aussi le désilotage complet des systèmes d'information, le Buy Online Return in Store. Ça demande une réconciliation. Il faut qu'on puisse retrouver la facture, le token, la carte bleue qui a été utilisée en ligne pour pouvoir faire un retour en boutique, ou tout simplement pour authentifier le produit qui sera retourné en boutique. On a également les paiements multidevises qui sont amenés à se généraliser, notamment pour les touristes qui peuvent éventuellement vouloir dépenser en monnaie les quelques euros qui vont leur rester et payer le reste par WeChat, tout simplement leur devise locale. Et puis, tout ça, ça induit finalement une mise à jour de tous les systèmes d'information et un désilotage finalement progressif de toutes les unités d'entreprise qui ne travaillent pas forcément tout le temps main dans la main au préalable.
Et tout ça dans un contexte où l'intégration du coup digital et boutique est encore plus fort et est amenée à se développer encore plus. Vous avez sûrement vu dans quelques marques avoir le same day delivery qui vous soit proposé, ou la livraison encore en 2 heures en Mont Blanc avec un service de livraison premium. La gestion du SAV qui soit cross-canal, la gestion des retours qui soit cross-canaux. Et puis, dans tout ça, les contraintes. On est dans un monde où la durabilité, le respect de l'environnement est de plus en plus fort. Donc, il faut aussi que les marques puissent arriver à penser tous ces services et l'excellence des services proposés aux clients dans ces contextes-là. Sachant qu'il y a aussi beaucoup d'interopérabilité des systèmes qui est demandée. Comment gérer les exceptions dans un monde qui est toujours plus intégré, par exemple. Il faut que les services puissent être réactifs et que les personnes aussi qui sont en front avec vos clients puissent être à l'aise dans tout ça. Donc finalement, aujourd'hui, on voit que les enjeux, c'est aussi beaucoup tout ce qui va être la réduction de la dette technique. Alors, les systèmes d'information, pour les systèmes d'information, c'est pas notre credo. Les systèmes d'information sont pour nous un moyen pour une fin. Mais pour autant, aujourd'hui, on pense qu'il y a une énorme dette technique à nettoyer, à assainir auprès des différentes marques. Les back-office, comme le disait Jennifer tout à l'heure, sont extrêmement encombrés en termes de device. On a souvent pensé un usage, un device, tout simplement parce que les équipes de planification, des agendas, des vendeuses, les équipes retail travaillaient de leur côté, les opérations pour la supply travaillaient de l'autre, les équipes e-commerce pour le click and collect travaillaient de leur côté, le SAV travaille du sien. Et finalement, les équipes marketing vont mettre à disposition des miroirs connectés en boutique, mais toutes seules, sans capter de la donnée. Donc, tout ça, il faut savoir à un moment donné se poser, le réconcilier, redonner un peu de sens pour pouvoir aller plus loin. Sinon, on pense que très vite, les marques seront finalement assez contraintes et ça va devenir vraiment des sacs de nœuds que les personnels, finalement, sur le floor, sont en train de subir aujourd'hui puisqu'ils sont en dernier kilomètre. Donc, pour aller plus loin, on vous fait un rappel de nos expertises, mais ensuite, on va très rapidement passer à une session de questions-réponses si vous en avez. Donc, nous, on intervient par rapport à tous ces sujets sur beaucoup de sujets en lien avec le Digital In-Store. D'abord, on peut travailler sur des systèmes plutôt en front office ou en back office. Donc, pour le front office, on a notamment un centre d'excellence d'encaissement, mais on est aussi tout à fait habitué à préempter les solutions clienteling, de live streaming, le queuing management, l'analyse du parcours client et tous les systèmes que vous pouvez retrouver finalement en boutique. Pour le back office, tout ce qui concerne la gestion des stocks, la RFID, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi le M-Learning ou encore tout ce qui touche à la planification des ressources. La Customer Centricity, c'est aussi une offre que l'on porte chez beaucoup de clients et sur beaucoup de missions concernant le fait d'apporter une vision client unifiée à nos clients, donc via un RCU, un référentiel client unique, en l'occurrence, ou encore une Customer Data Platform. Tous les sujets de parcours client sans couture, vision 360, expérience personnalisée sont traités via cette offre et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir beaucoup plus de références clients précises. Les transformations des DSI, c'est aussi notre créneau. On est en capacité de rationaliser, d'optimiser les systèmes de manière à justement potentiellement effacer cette dette technique dont tu parlais. Vous proposez des plans de transformation et puis aussi les accompagner de plans de conduite du changement, de formation pour s'assurer que ces plans se déroulent de la meilleure manière possible. Et puis tous les sujets concernant le e-commerce, donc la mise en place ou les migrations de plateformes e-commerce, de marketplace, la mise en place de nouveaux services web mais aussi mobiles. Voilà, donc cette expertise, c'est aussi un sujet sur lequel on est en capacité de vous aider, bien sûr. Bien. De notre côté, nous avons terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions qui souhaitent être posées. On peut les prendre à l'oral. Enfin, si vous en avez, vous pouvez mettre votre micro et prendre la parole. Et sinon, les mettre par écrit. Je ne sais pas s'il y en a ou si on a été complète. Est-ce qu'on a répondu peut-être à vos questions, enfin, une question que vous pouvez avoir en venant au webinaire aujourd'hui? C'était très bien, merci beaucoup. Ah, super. On voit des pouces se lever, merci. Ça marche. Très bien, écoutez, merci. Et si jamais Bonjour. Ah, pardon, bonjour. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, pardon. J'ai une petite question, juste merci beaucoup. Premièrement, et je voulais savoir
En quelques mots, on parle beaucoup de métaverse et du web 3.0 aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez que ça va peut-être apporter ou changer justement dans cette omnicanalité? J'ai peut-être quelques éléments de réponse et puis ensuite je compléterai. Donc, moi qui suis porteuse de l'offre Digital In-Store, pour moi, avec le Metaverse, on est un peu dans la contrepartie qui est le Store in Digital. Donc, on a vu ces derniers temps une émergence de pas mal de points de vente, mais finalement complètement digitalisés. Et on peut très bien se promener, par exemple, sur Roblox et rentrer dans une boutique Nike et acheter des produits complètement digitalisés, NFT et Co. Donc, pour moi, le challenge est vraiment complètement différent. L'impact sur les boutiques est moindre. Je me suis baladée récemment sur les Champs-Élysées au niveau de la Nike House of Innovation et l'impact NFT Metaverse que j'ai vu vraiment en point de vente physique, c'est tout simplement une borne qui permettait de créer son avatar, de le personnaliser pour ensuite aller se balader justement dans le Nike Land sur Roblox. Donc, l'impact pour moi en boutique physique, il est limité aujourd'hui. Mais bien sûr, sur le métaverse, là, les possibilités sont infinies. Et là, peut-être que toi, tu as plus d'éléments de... Oui, non, après, là, je me prononce à titre personnel, hein, donc c'est pas forcément la position du cabinet. Je pense que c'est un sujet qui est assez récent, donc on est aussi un peu dans l'attentisme aujourd'hui, parce qu'on entend un peu tout. Il faut rester prudent, c'est quelque chose d'assez nouveau. Pour moi, ce serait presque un canal supplémentaire, finalement, de métaverse pour une marque. Vous n'allez pas acheter des objets physiques pour l'instant dans le métaverse ou à travers le métaverse. Peut-être que ça viendra plus tard. Il y aura peut-être une fonctionnalité panier intégré pour des objets physiques depuis le métaverse. À date, le métaverse propose d'acheter des objets qui soient des NFT. Pour moi, c'est un canal de communication complémentaire qui serait appréhendé par les marques. La question aujourd'hui pour moi, c'est pas le coût d'y aller, c'est le coût de ne pas y aller. C'est-à-dire comme les marques entre guillemets qui hésitaient un petit peu à aller dans le e-commerce à l'époque, marque de luxe en pensant que c'était pas pour elles, ça dégradait un peu l'expérience client. Je pense qu'aujourd'hui, la question du méta, on peut se la poser peut-être en janvier. Aujourd'hui, on est 4 mois plus tard, on voit que quasiment toutes les marques s'y sont mises. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet. Je pense qu'il y a une expérience client à recréer intégralement dans le métaverse pour les marques. Donc, il faut qu'elles recréent leur univers de marque dans un univers méta. Mais pour autant, sur l'expérience client en magasin, je pense que c'est deux choses un peu décorrélées. Finalement, on ne va pas toucher les mêmes populations forcément. Il y aura des chemins de croisée, mais pour moi, ce n'est pas forcément la même chose, mais c'est un sujet à aller présenter par les marques aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a une question? Bon. Non. Écoutez, de toutes les manières, vous avez nos coordonnées qu'on vous a mis ici sur la présentation. On espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez peut-être appris une ou deux choses et que vous aurez réussi à vous approprier finalement les propos qu'on a eus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça peut parler d'expérience. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'hésitez pas à nous appeler ou même si ce n'est pour avoir des références sur les projets qu'on a pu faire sur les différents éléments qu'on a présentés aujourd'hui. Et puis, je pense qu'Adon saura vous retrouver dans peu de temps sur LinkedIn lors d'une de nombreuses communications. Juste un petit remerciement à Léa Dili qui nous a beaucoup aidé à préparer ce webinaire et à Clément Joly aussi qui nous avait aidé à capturer de la donnée sur nos clients. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bye bye.